Oui. Bonjour à tous. Bienvenue à cette grande discussion avec Amélie Desrochers sur l'innovation en milieu régional. Amélie Desrochers, bienvenue. Merci pour la belle invitation. Tout le plaisir est pour nous. Peut-être mise en contexte rapidement. Vous êtes aujourd'hui dans une discussion des Forces fraîches. Les Forces fraîches, c'est une communauté bienveillante pour porteurs de projets en région. Notre ambition, c'est de favoriser les rencontres et le maillage entre les nouveaux porteurs de projets arrivés sur un territoire et les Ça faire un organismes peu de bruit. socio-économiques et culturels des 17 régions du Québec. Puis notre objectif, c'est de proposer une programmation gratuite de rencontres, d'activités pour s'outiller, pour s'inspirer et favoriser l'intelligence collective. Et Amélie Desrochers est je dirais, une force fraîche de la première heure. C'est une collaboratrice, une amie. Et je trouvais très important la possibilité de lui donner la parole pour raconter son parcours. Fait que, Amélie, merci d'être là encore. Puis d'ailleurs, les forces fraîches, je dirais que c'est très, très pertinent pour des porteurs de projets en région éloignée qui se sentent un peu seuls parfois. Merci d'être là et d'exister. Oh yes, merci. Ben, merci à toi. Sans plus tarder, j'aurais aimé ça t'introduire en faisant une introduction sur chacun des projets, mais je pense que tu en as beaucoup. Tu es responsable de l'innovation à Flow, qui est un accélérateur en économie bleue, à Novarium, qui est l'écosystème d'innovation de Rimouski. Tu es propriétaire d'une petite station balnéaire maintenant sur les rives du Saint-Laurent. Fait que pour commencer, avant d'aller trop loin, parlons un peu de ton parcours et ta relation avec l'entrepreneuriat et l'innovation. OK. De façon rapide, là, CV rapide, je suis un peu une bête hybride dans le sens où j'ai étudié en business, puis je suis tombée dans l'entreprise familiale toute ma vingtaine, en fait. J'ai scalé une start-up technologique avant que ce soit à la mode de le faire. Je n'avais pas ce vocabulaire-là à l'époque. Mais donc, j'ai été impliquée 10 ans. Là, on était des sous-traitants de Google. On faisait de la recherche et développement de mots-clés, donc ce qu'on appelle maintenant de l'intelligence artificielle. On a vendu au gouvernement du Québec en 2007. Donc, j'ai passé à travers tout un cycle d'entrepreneuriat, start-up innovante et toute l'innovation et les freins à l'innovation qui peuvent exister dans une entreprise. Et par la suite, je me suis comme réinventée. Je suis allée faire une maîtrise en relations internationales à l'UDM. Puis, j'ai abouti au ministère des Affaires étrangères à Ottawa. J'ai fait de la négociation commerciale avec l'Union européenne. Et ça m'a fait découvrir... j'étais 10 ans là, dans des postes de développement économique. Donc, je travaillais pour le consulat britannique à Montréal, un petit peu pour le consulat britannique à le consulat canadien à San Francisco, toujours sur des dossiers d'innovation, promotion de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai vu un peu les différents écosystèmes start-up émerger dans différentes grandes villes. Le Québec, on était un petit peu en retard par rapport à ça, mais depuis, on s'est vraiment rattrapé. Tout ça pour dire que j'ai été une promotrice de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et j'ai essayé de me convaincre pendant 10 ans que moi, je n'étais pas entrepreneur puis que j'avais juste fait ça parce que ma famille était en entrepreneuriat pour avoir à admettre, la vie m'a forcé un peu à admettre que dans le fond, j'étais entrepreneur et intrapreneur. Donc, j'aime ça challenger, j'aime ça défoncer des portes, puis j'aime ça inventer des choses qui n'existent pas encore. Ça peut être très frustrant dans un poste gouvernemental, puis pour mes collègues dans un poste gouvernemental aussi. Mais bref, je dirais il y a 2 ans, j'écoutais beaucoup de podcasts sur l'innovation en région, puis comment on bâtissait des ponts entre la région et les écosystèmes start-up. Puis je le voyais beaucoup aussi sur le terrain. J'étais dans la haute technologie, dans l'écosystème d'intelligence artificielle à Montréal, à Toronto. Puis la fin de semaine, mais j'allais dans les parcs nationaux, puis je ne pouvais même pas payer avec ma carte de crédit dans les commerces avoisinants. Donc, il y avait vraiment un énorme gap que je vivais moi-même dans mon quotidien. J'avais un peu le sentiment d'imposteur d'écouter des podcasts dans mon appartement du Myland sans vraiment comprendre c'est quoi les problématiques en région. Donc, comme je suis une fille de terrain, j'ai décidé de me relocaliser. D'ailleurs, j'ai parlé à Place aux jeunes dans mon cheminement. Mais donc, j'ai abouti au Jardin de Métis pour faire un premier projet de virage numérique qui m'a amené à développer d'autres projets en région. Je pensais vraiment être là pour quelques mois. Là, ça fait 2 ans,
je viens d'acheter une maison, je viens d'acheter un commerce. Donc, voilà, je suis là pour y rester, je crois. Excuse-moi, on va décortiquer ce parcours-là. Juste, c'est une grande discussion. Donc, si vous avez des questions, des réflexions à partager, n'hésitez pas à lever votre petite main virtuelle. Je vais vous donner la parole. À the end of the day, si je me retire de cette discussion-là et c'est entre vous, c'est un succès. Donc, Amélie, j'aimerais ça qu'on passe quand même à travers les différentes étapes de ton parcours que tu as envie de parler. Commençons avec le projet que tu as envie de parler. Quel projet on pourrait commencer pour dire qu'il a été un peu ton expérience puis où est-ce que tu as appris là, à t'intégrer? Puis à quel premier projet on pourrait adresser selon toi? Ben, je pense que les jardins de métis, c'est un passage obligé. Puis ça amène un peu aux discussions de hub d'innovation. Moi, dans le fond, j'ai appliqué sur plusieurs postes en développement économique, mais j'avoue que j'avais quelque chose qui m'attirait fortement au jardin de métis. C'est important pour moi. J'ai bougé beaucoup dans ma carrière, mais c'est important pour moi de m'ancrer tout de suite dans un hub ou dans un endroit où il y a des gens innovants qui orbitent autour d'un projet. Et j'avais le sentiment qu'au Jardin de Métis, je serais en mesure de trouver une communauté créative, innovante qui avait une vision sur l'international, qui avait une vision sur l'innovation, sur la technologie et qui pourrait tout de suite m'aider à développer certains projets. Je peux en parler un peu au niveau des freins à l'innovation. Je pense que je voulais comprendre c'est quoi les barrières à l'innovation en région. J'ai compris assez rapidement. Là, ça a été une année quand même assez difficile dans le sens où le gap technologique était très, très grand. La plupart des outils technologiques étaient pas à jour. Donc, on ne parlait pas du tout le même langage. Les gens ne savaient pas comment utiliser des iPads, ne voulaient pas utiliser d'iPad. C'était un contexte de travail extérieur dans un domaine touristique. C'était tous des éléments que je connaissais moins. Et je pense que ça m'a amené à cheminer beaucoup par rapport à ma relation à la technologie, puis à mes attentes face aux autres. Je pense que ça m'a amené quand même beaucoup d'humilité oui, d'être en mode solution, mais aussi de poser beaucoup de questions, puis d'essayer de comprendre pourquoi on n'était pas capable d'avancer aussi rapidement. Je dis ça avec toute humilité après plusieurs années de décantation, là, mais c'est sûr qu'à la base, il y avait vraiment une résistance des deux côtés. Là. Moi, j'avais mes idées, puis on voulait avancer rapidement, puis de l'autre côté, ça a été un power struggle un peu difficile au début parce qu'on ne se comprenait pas. Mais avec le temps, je pense qu'on a avancé, puis les gens ont commencé à comprendre c'était quoi ma vision, puis pourquoi c'était important. Puis on a vu des résultats sur les médias sociaux, on a vu des résultats, ça fait son chemin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est faut être patient. Et Parfois. disons que tu regardes ton parcours, là, disons que tu avais à recommencer. Est-ce que tu ferais les choses de la même manière ou il y a certains trucs là, que tu dirais, ben, avoir su, j'aurais fait ça différemment? Ben, comment dire? Je pense que j'aurais eu plus d'écoute puis j'aurais posé plus de questions. Mais en même temps, comment dire? Je pense que j'accepte de plus en plus que mon rôle en tant qu'innovatrice en chef dans la plupart des projets dans lesquels je suis, mon rôle, c'est de créer cette, cette tension-là, puis OK. de challenger les choses qui sont en place. Donc, oui, je peux le faire avec plus de gants blancs, puis je peux l'étoffer un peu mieux, puis poser plus de questions. Puis je le fais de mieux en mieux, mais à la fin, at the end of the day, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, puis 90% des gens ne vont pas comprendre pourquoi c'est important de faire les choses de cette façon-là. Puis ça, Mhm. c'est mon travail à moi d'accepter le fait qu'au départ, la plupart des gens seront pas enthousiastes par rapport à ça. Puis que c'est correct si j'ai une ou deux personnes autour de moi qui y croient puis qui comprennent au moins un peu, ben c'est assez pour faire cheminer puis avancer. Puis
pense qu'au bout du compte, il faut continuer à persévérer. Puis éventuellement, ben, 1 an, 2 ans plus tard, là, tu reçois des commentaires positifs de Ah oui, c'est vrai, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, on voit la transition chez les jeunes sur Instagram. Ah, on a une nouvelle clientèle. Tu avais raison finalement. Peut-être que tu reçois ce commentaire-là éventuellement. Peut-être que tu ne vas jamais le recevoir non plus. Puis je pense qu'il faut être correct avec ça. Puis comment, tu sais, disons, comme porteur de projet nouvellement arrivé, fait que tu t'es déraciné, tu t'es enraciné dans un nouveau territoire, puis tu te mets dans une posture de confrontation, à la limite, là, puis de profond stress. Comme porteur de projet, comment ça se porte, ça? Comment tu fais pour t'entretenir ta santé mentale? Puis je sais que c'était pas dans les questions que je t'ai envoyées, mais Ouais. je vais y aller pareil, là. Tu réponds ce que tu veux, là, mais... Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que c'est un travail au quotidien là, de développer cette résilience-là. C'est un travail que j'avais déjà commencé à faire auparavant. J'avoue que la marche en forêt, puis les activités sportives, passer beaucoup de temps pour se recentrer, se grounder en solo ou avec des gens qui parlent ce même langage-là technologique, ça devient vraiment primordial parce que la plupart du temps, tu es au front puis tu te fais challenger sur pas mal tout ce que tu veux mettre en place. Donc, des week-ends de ski, des activités avec des gens comme les Forces fraîches, réaliser qu'on n'est pas tout seul puis qu'il y a d'autres personnes ailleurs au Québec qui vivent exactement les mêmes situations un peu frustrantes, puis la bureaucratie, puis le red tape, puis la résistance au changement, de réaliser que tu n'es pas tout seul à vivre ça, mais ça aide vraiment beaucoup aussi à continuer à avancer. Merci, Amélie, d'être allée là. J'apprécie. Euh, je pense que tu as développé plusieurs programmes d'accompagnement. Flow en est un. Il y a eu le virage à plus petite échelle. Peux-tu nous parler un peu de disons, de ta démarche pour le développement des différents programmes d'accompagnement que tu as fait? Puis peut-être, tu peux nous parler de certaines lectures que tu auras faites ou des constats que tu as eus, des réflexions qui t'ont amené à les développer? Mm-hmm. Ben, je pense qu'à la base, je l'ai fait de façon très selfish, là, parce que j'avais besoin de m'entourer d'une communauté. Puis je sentais que ben, les distances sont très, très grandes dans l'Est du Québec. Puis je voyais des projets émerger, je voyais des gens qui faisaient des choses intéressantes, mais je voyais qu'il y avait un manque de structure, puis que ben, les communautés étaient loin les unes des autres. Donc, il y avait le partage de connaissances qui est primordial à l'innovation. Ben, il se faisait beaucoup moins rapidement que dans les grands centres parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de partage des connaissances. Donc, ça a été un peu la prémisse de base. Puis je pense que c'est la prémisse de base dans pas mal tous les communautés d'accompagnement que je mets en place. Le programme, c'est accessoire. La communauté est toujours là en premier. Puis ce qu'on voit émerger rapidement de semaine en semaine, c'est souvent des collaborations, des synergies, des co-projets qui émergent entre les gens de la communauté. Puis après ça, s'il y a vraiment du savoir technique, puis si les formations sont porteuses, ben c'est tant mieux. Mais vraiment, le fait de rassembler une dizaine de personnes sur une base régulière de semaine en semaine, ça tisse des liens, puis ça, même je pense en temps de pandémie, c'était encore plus important, là. Mais on a vraiment senti que ça a amené tout le monde à repenser leur vision de leur entreprise, puis leur modèle d'affaires, puis leur façon de faire, là. Est-ce que tu veux décrire un peu le virage précisément? Après, on va aller dans Flow, mais parle-nous un peu du programme du virage. Oui. En fait, c'est un programme de 10 semaines qui est ben maintenant, c'est rendu à 20 semaines. Ça s'appelle le Mouvement de l'Est parce que c'est rendu pour l'Est du Québec au complet. Donc, c'est un programme de 20 semaines qui donne des outils très pratico-pratiques. On amène des experts des gens avec qui je travaille au quotidien qui sont bons pour bâtir des images de marque, optimiser des sites web, s'assurer qu'au niveau des communications, ton produit puisse rayonner de la meilleure façon que possible. Puis,
en fait, on a débuté ce parcours-là parce qu'on voyait vraiment que les entrepreneurs de l'Est du Québec avaient des super beaux produits, mais qui n'étaient pas disponibles en ligne. Puis au début de la pandémie, on pouvait pas on pouvait même pas acheter les produits en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a misé d'abord et avant tout sur la construction d'une image de marque, puis ce qu'on appelle la commercialisation de l'image de marque à travers les médias sociaux. Donc, les 5-6 premières semaines, c'est vraiment juste pour mettre à jour puis donner les outils les plus pratiques, les plus faciles à utiliser pour que les entrepreneurs ne se cassent pas la tête puis soient capables d'avoir un portfolio d'outils technologiques qui travaillent bien ensemble puis qui les rendent plus performants puis qui rendent leur vie plus facile aussi parce que on va pas se le cacher, en tant qu'entrepreneur, être un homme orchestre, puis gérer les médias sociaux, faire les photos, gérer le SEO du site web. Il y a tellement de choses à penser, puis ils sont souvent seuls pour le faire. Donc, c'était de un, les mettre en contact avec d'autres personnes qui peuvent les aider, puis deux, leur donner comme tous les outils pratiques pour pouvoir bien shiner en ligne sur Instagram, etc. Puis après ça, la deuxième partie qu'on a bonifiée, mais c'est plus au niveau de ce qu'on l'incubation, accélération, tous les principes qu'on a développés pour des startups technologiques, ben on amène cette expertise-là à n'importe quel type de projet. Parce qu'on réalise que dans l'Est du Québec, puis je pense que c'est comme ça dans d'autres régions du Québec, on a plein de petites entreprises, de startups innovantes, mais ce n'est pas des startups technologiques qui développent des softwares ou des produits technologiques auxquels on est habitué habituellement. On fait face à un contexte qui est différent, puis on est souvent avec des entrepreneurs qui créent des vannes construites de façon personnalisée pour aller faire du plein air, des skis haute performance, des produits touristiques. On est vraiment dans d'autres secteurs d'activité, mais on réalise que tous les principes de base pour faire croître une entreprise rapidement, ils peuvent s'appliquer aussi. Donc, on travaille en collaboration avec le camp à Québec. Ils nous ont fait un programme personnalisé, un bootcamp de 3 semaines pour aider les entrepreneurs à bien présenter leur deck de présentation, avoir un bon pitch facile à comprendre, être capable d'aller chercher du financement facilement avec Investissement Québec, avec d'autres investisseurs privés, etc. C'est fascinant. Puis, comment vous en êtes venu à développer ce partenariat avec la Ville de Québec? Est-ce que c'était un match naturel? Ben, c'est pas avec la Ville de Québec, c'est Mais avec avec le camp qui est l'accélérateur de Québec, là, mais oui. je pense que régionalement parlant, c'est l'incubateur accélérateur qui est le plus proche de l'Est du Québec. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est allé vers eux, parce qu'ils ont une compréhension aussi régionale. Ils ont plusieurs personnes dans leur staff qui viennent de l'Est du Québec. Donc, je pense que c'est un fit naturel. Puis aussi, il y avait une compréhension il y avait une ouverture à travailler avec des startups qui n'étaient pas nécessairement purement techno. Donc, ils ont bien compris nos besoins puis ils ont été ouverts à développer quelque chose un peu custom pour nous. Là. Très cool. Merci, Amélie. Marie-Pierre, content de te voir d'ailleurs. Bonjour. Allô? Question. Oui, votre programme, là, je regarde un peu en même temps que je t'écoute et c'est très, très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, parce que là, on parle de l'Est, nous, on est vraiment dans l'Ouest, là, dans l'Ouest. Là. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, en fait, calqué à votre ADN? C'est pour ça que vous dites que c'est le mouvement de l'Est ou c'est quelque chose qui peut éventuellement être intéressant et exportable vers d'autres contrées éloignées qui pourraient peut-être être intéressées par ces contenus, là? Moi, honnêtement, j'ai rien inventé. Là. La dynamique d'accompagnement, c'est la même formule d'un incubateur à l'autre. Je pense que ce qui fait la force du programme, c'est les experts que vous avez autour. Donc, absolument, je pense que la formule pourrait être copier-coller, puis je serais super heureuse si elle était copier-coller. Je pense que ce qu'on a ajouté à ce qu'un incubateur accélérateur peut amener habituellement, c'est plus le volet médias sociaux, toute la partie numérique, qui est super importante aussi.
Surtout dans des secteurs comme le tourisme ou d'autres secteurs d'activité où la présence numérique est vraiment, vraiment cruciale, là. Donc, je pense peut-être juste de trouver des entrepreneurs jeunes et dynamiques qui maîtrisent vraiment bien ces outils-là puis qui vont devenir vos formateurs superstars. Après ça, le reste ça se fait tout seul. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les deux cas, dans le cas de ce programme-là, on n'avait pas de demande en amont, là. On a bâti le programme, c'est devenu un peu une campagne d'attractivité. Et puis, on a réalisé qu'on avait plein d'entreprises sur le territoire qui étaient prêts à faire ce genre de programme-là. Donc, j'attendrai pas que la demande soit là. Je pense qu'on peut offrir un produit de qualité. Puis là, ça fait en sorte qu'on attire des projets d'ailleurs au Québec, puis même des projets sur le territoire qui sont là, mais qu'on les connaissait pas encore. On s'assurera, Amélie, tu laisseras tes coordonnées si jamais Marie-Pierre t'a envie de contacter pour poursuivre cette discussion-là. Absolument. Merci beaucoup. Yes. Fait que là, on a parlé du virage. C'est comme une échelle super intéressante. Puis, tu sais, je te lève mon chapeau sur une de tes forces, c'est clairement d'être capable de bien packager au niveau d'image de marque. C'est vraiment exceptionnel. Le flow. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'il connaît le concept de zone d'innovation actuellement? Puis là, évidemment, là, je ne suis pas au courant si vous êtes une zone d'innovation, mais j'imagine que c'était dans cet ordre d'idée-là. Là. Fait que là, c'est juste que moi qui parle. Là. Mais qui connaît le concept de zone d'innovation aussi, en levant la main? Fait que je vais laisser Amélie, Eric, super. Je vais laisser Amélie présenter le concept de zone d'innovation ou pas. Moi, je peux en parler vu que est-ce que vous êtes une zone d'innovation finalement? C'est pas encore concrétisé, mais Parfait. c'est Travaillez là-dessus. en développement. Génial. Parce que le Québec, dans le fond, le gouvernement a demandé à fait, les principaux écosystèmes au Québec de présenter des projets de zone d'innovation. Amélie, est-ce que tu veux présenter le concept de zone d'innovation? Je comprends que vous ne l'êtes pas, mais je pense que cette idée-là de faire travailler les parties prenantes ensemble, puis après ramener vers le concept d'incubateur-accélérateur, puis après préciser comment vous avez développé ça pour l'économie bleue, ça Oui, serait super. absolument. En fait, c'est une vision vraiment de logo là, de notre premier ministre, des zones d'innovation. Je pense que lui non plus, il n'a rien inventé. Ça existe dans d'autres pays sous différents noms, là. C'est ce qu'on appelait dans les années 80 des grappes industrielles, mais la version 2.0 des grappes industrielles. Donc, l'idée, c'est d'avoir des clusters forts qui sont à proximité les uns des autres, un regroupement entre les universités, les centres de recherche appliquée et le monde startup pour vraiment créer des synergies collaboratives entre le milieu de la recherche et le milieu de l'entrepreneuriat. Au Québec et au Canada, on est quand même en retard par rapport à d'autres pays à ce niveau-là. On a de la recherche de très, très haut niveau, mais au niveau de la commercialisation, au niveau des brevets scientifiques, au niveau de la monétisation de ce savoir-là, on est vraiment en retard. Donc, l'idée, c'est vraiment de financer certaines grappes dans différents secteurs, puis de pousser sur les efforts de commercialisation, puis pousser l'entrepreneuriat à fond pour convaincre un peu ces chercheurs-là de développer des solutions innovantes qui vont plus loin que la recherche, mais qui vont vraiment jusqu'au marché. Donc, ça, c'est le concept de base. Il devrait y avoir 5 à 7 zones d'innovation. Il y en a 2 qui ont été annoncées dans les dernières semaines en Estrie sur les composantes Les ordinateurs électroniques quantiques, oui, puis et les les composantes. ordinateurs quantiques. Et il y en a d'autres qui vont émerger là, dans la prochaine année. Je pense qu'il y a une forte volonté de mettre de l'avant ce qu'on appelle l'économie bleue. Encore une fois, moi, j'invente rien. L'Est du Québec se positionne très, très bien à l'international depuis 2 décennies sur l'économie bleue. C'est un secteur d'activité qu'on ne connaît pas beaucoup au Québec parce que dans les grands centres, on est loin du fleuve, puis ça nous intéresse, quand on ne le voit pas, ça nous intéresse peut-être pas. Moi, la première, en tant que bonne Montréalaise, je ne savais pas qu'on faisait toutes ces belles choses-là au Québec, honnêtement. Si on va du côté d'Halifax, c'est une autre histoire. Presque toute leur économie est bleue. Donc, l'économie bleue, c'est quoi? Ça passe de tout ce qui est biotechnologie. Donc, disons, on extrait une molécule d'une étoile de mer qui a des effets très régénérateurs pour créer des crèmes haut de gamme 100% naturelles
pour le visage. Exemple, comme ça. Ça, c'est les biotechnologies. Ensuite, on a tout ce qui est le marché des algues, qui est un marché de 6 milliards de dollars. On peut mettre des algues dans la bouffe pour les animaux. Ça réduit les gaz à effet de serre. On peut mettre des algues, on peut faire des souliers avec des algues. Donc, ça, c'est un marché qui est en émergence et qui est très, très porteur. Après ça, on a tout ce qui est biocarburant et moteurs verts. Donc, on a des centres de recherche basés à Rimouski qui font toutes sortes de tests. On n'est pas rendu encore à rendre ça à grande échelle, mais il y a plusieurs biocarburants et plusieurs moteurs qui fonctionnent à l'air liquide ou même 100% électrique. On a des navires autonomes qui se conduisent tout seuls. On est vraiment en train d'inventer l'avenir du transport maritime. C'est super excitant. Puis après ça, on a tout le volet plus préservation des berges, changement climatique, préservation des écosystèmes marins. On a environ 600 chercheurs là, qui sont basés sur la péninsule gaspésienne puis autour de Rimouski qui ont un savoir scientifique de très, très haut niveau, qui sont sollicités à l'international. Mais ici, au Québec, on le célèbre pas et on ne capitalise pas nécessairement sur tout ce savoir-faire-là. Donc, moi, mon rôle, c'est de créer un campus, d'agir comme une interface pour tous ces centres de recherche-là, toute cette recherche universitaire-là, m'assurer que ces gens-là se parlent ensemble. On a un campus d'innovation sur 3 étages qui va être inauguré dans quelques semaines. La pandémie a retardé un peu, mais on est basé dans le centre-ville de Rimouski. C'est un building qui s'appelle Novarium. On a à peu près 90% des pieds carrés qui sont loués actuellement par des membres de l'industrie de l'économie bleue. Donc, on peut voir que juste les gens se parlent dans les corridors, se partagent de l'information de façon informelle, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Donc, juste ça, c'est en train de changer la dynamique. On a des chercheurs, des étudiants qui viennent de travailler de plus en plus dans l'espace de coworking. Donc, c'est vraiment un building dédié à l'économie bleue. Puis du côté de Mérinov, à Grande-Rivière, sur la péninsule gaspésienne, il y a un campus très similaire qui est en train d'émerger aussi. Et eux, en fait, eux, ils ont des bassins pour faire des tests pour tout ce qui est aquaculture. Ils ont un savoir-faire incroyable. Ils ont des chercheurs de partout dans le monde qui viennent faire des tests avec eux. Donc, on est vraiment 2 pôles, à peu près à 500 km l'un de l'autre. Mais on est en train de développer vraiment des dynamiques collaboratives qui font en sorte que les chercheurs peuvent passer d'un campus à l'autre, venir faire des tests, passer l'été avec les pêcheurs sur les bateaux, revenir à Montréal. Donc, c'est ce genre de fluidité-là qu'on est en train de développer, qui manquait un peu à l'industrie. C'est fascinant, puis j'aimerais ça que, tu sais, disons, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'innovation, mais qui est sensibilisé, puis qui aimerait ça pouvoir développer Parlons un peu de ta démarche pour te sensibiliser à l'économie bleue, puis à te développer un programme dans le cadre de Flow, seulement à travers des collaborations. Est-ce que tu serais game de nous passer à travers cette démarche-là un peu? Là, tu t'es dit ça, puis là, tu as lu tel livre, puis après, ça t'a amené à telle réflexion. Si tu es capable de le dommer au maximum, question que quelqu'un puisse partir avec une partie, je pense que ça serait vraiment pertinent. Ben, tu sais, moi, la première, quand je me suis fait approcher pour travailler dans l'économie bleue, j'ai hésité, bien honnêtement. Je pensais que c'était juste des bateaux. Puis l'industrie portuaire, puis je n'étais pas certaine que ça m'intéressait tant que ça. Mais d'un autre côté, je regardais des documentaires comme Seaspiracy, puis on parle de la préservation des océans. J'étais hyper concernée par la préservation des océans, mais je ne faisais pas le lien entre les deux. Donc, je pense que s'il y a une chose qu'on peut amener avec le campus puis avec Flow, c'est ça. Je pense qu'en tant que jeune millennial qui consomme beaucoup d'informations, je m'inquiétais beaucoup pour la santé des océans puis pour le développement durable de façon générale, mais je n'avais pas de réponse. J'avais pas de solution. J'avais juste des faits puis des problèmes. Donc, ce que j'ai réalisé avec l'économie bleue à travers des lectures, je vous recommande un livre qui s'appelle The Blue Economy 3.0. Je pourrais vous envoyer une liste aussi, là. Donc, ce livre-là
parle de comment on développe des solutions qui sont pas seulement à faible impact pour l'environnement, mais qui sont vraiment intégrées à la façon qu'on comment dire, c'est vraiment de l'économie circulaire, là. Comment on réfléchit les problématiques et les modèles d'affaires différemment pour que toute la chaîne de valeur soit mise à profit sans générer d'impact sur l'environnement. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes mentales, puis ça m'a amené à explorer un peu plus en profondeur. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est sûr que de faire le tour des centres de recherche, ça m'a vraiment aidé. Puis dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va mettre de l'avant la plupart des centres de recherche. Chaque centre de recherche est un univers en soi. Là, donc, je conseille, si vous avez de l'intérêt, juste aller voir ce que Mérinov, ce que Innovation Maritime, ce que le Centre de recherche en biotechnologie marine font. Puis évidemment, il y a l'ISMER, l'Institut maritime de l'UQAV. Juste des lectures sommaires des projets qui sont réalisés dans ces centres de recherche-là, c'est fascinant. Ensuite, j'ai rencontré des chercheurs terrain qui ont des drones sous-marins, qui font des projets de recherche en mer. Puis ce qui m'a amené à découvrir des entrepreneurs qui sont dans le secteur, des startups qui sont dans le monde de l'économie bleue. Puis j'ai réalisé qu'ils ont une réalité qui est complètement différente. Donc, j'essaie de faire un meeting avec un entrepreneur de l'économie bleue, mais il est parti 3 semaines en mer sur un bateau. Donc, c'est des réalités qu'on on est loin du développement d'algorithmes en intelligence artificielle parce qu'on est sur notre ordinateur toute la journée. Là. On travaille avec le vivant, on travaille avec des poissons, on travaille avec des vagues, on travaille avec des satellites pour mapper des fonds marins. Je pourrais en parler pendant des heures, là, mais C'est fascinant. C'est fou. vraiment intéressant. Puis ce qui est vraiment beau, c'est de voir des chercheurs de ces centres de recherche-là qui émergent, puis qui ont un esprit entrepreneurial, puis qui sont prêts à développer ces bouées intelligentes-là, puis à les vendre partout dans le monde. Puis nous, ben, c'est ce qu'on a fait avec Flo, en fait. On a développé un accélérateur marin qui est vraiment 100% personnalisé parce que les recettes, justement, des accélérateurs traditionnels qui fonctionnent bien pour des produits technologiques, ben, ils sont peut-être moins adaptés à la réalité terrain de nos entrepreneurs. Donc, on a fait vraiment on ne fait pas de cohorte, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé sur 12 mois. Ça vient avec une enveloppe budgétaire de 30 000 et on les aide vraiment au niveau de image de marque, présence en ligne, commercialisation, présence sur les médias sociaux, plan de développement sur les marchés internationaux, puis surtout les aider à avoir un super bon pitch pour pouvoir aller chercher de l'investissement sur les marchés de capitaux. Parce que l'économie bleue puis les technologies propres de façon générale sont moins bien compris par les fonds d'investissement et le retour sur investissement peut être un petit peu plus long. Le cycle est un petit peu plus long que dans des produits technologiques. Donc, on les aide à bien se positionner par rapport à ça pour qu'ils puissent avancer le plus rapidement possible, en fait. C'est fascinant. On n'avait jamais eu le temps de juste avoir la liste là, de tout ce que l'économie bleue représentait. Puis aussi, moi, ce qui m'a toujours frappé justement dans la relation avec Rimouski, c'est qu'on n'y pense pas, mais vu que Rimouski est un port important, alors à partir de là, Rimouski peut avoir un leadership international avec les écosystèmes portuaires partout dans le monde, donc créer des relations super fortes avec la France, avec justement grâce à ce positionnement-là qui, d'un point de vue urbain, c'est difficile à imaginer. Toi, est-ce que ça t'a frappé un peu cette nouvelle réalité, cette espèce de cette nouvelle posture internationale? En plus, c'est ça que ça t'intéressait. Est-ce que ça t'a frappé? Absolument. Tu sais, moi, je suis venue en région pour, je sais pas, pour me régénérer dans un jardin. Là. Je pensais avoir complètement décroché de l'écosystème startup. Je n'étais plus du tout là-dedans. Et j'ai réalisé avec ce projet-là que
que oui, Rimouski est une ville de moyenne taille, mais si on fait un parallèle avec Boulder au Colorado, qui est une des villes où est-ce qu'il y a le plus de startups innovantes, qui sont situées dans les montagnes avec un terrain de jeu incroyable pour aller skier. Un autre livre d'ailleurs qui s'appelle de Brad Feld, qui s'appelle How to Build a Startup Ecosystem in Your City, qui m'a beaucoup ouvert des portes mentales par rapport à ça, dans ma façon de repenser la relation, la dynamique grande ville versus petite ville. Je pense que Rimouski, puis du côté de la Gaspésie avec le port de Grande-Rivière est un des ports les plus grands au Canada pour tout ce qui est transformation de poissons. C'est des millions de dollars qui transigent par ce port-là à chaque année. Donc, c'est des économies qui sont moins présentes dans nos têtes de gens urbains. Mais c'est ça, de réaliser que Rimouski se positionne très fortement, puis l'Est du Québec se positionne très fortement au niveau de l'économie bleue, puis que nos partenaires, c'est le sud de la France, la Bretagne, le Portugal, la Norvège. On parle à des acteurs de haut niveau, puis on est capable de produire du savoir, puis des technologies de haut niveau qui sont de calibre international. Là, je pense que toutes les coches des trucs que j'aime dans la vie sont cochées. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, donc autant la nature que le développement économique international. Donc, c'est une nouvelle réalité, puis je pense qu'on a un shift à faire comme société par rapport à notre façon de percevoir la nature et les régions. Je pense qu'il y a d'autres endroits extraordinaires au Québec aussi qui vont de plus en plus être capables de tirer leur épingle du jeu. On pense juste au Mont-Tremblant ou à l'Abitibi. Marie-Pierre, vous avez un beau terrain de jeu aussi. C'est ça. Quand on se reconnecte avec la nature, puis on voit l'importance de la nature, puis l'importance que le développement durable va avoir sur l'économie de demain qu'on est en train de créer, c'est pas nécessairement les grands centres qui vont toujours être capables d'attirer tout le savoir-faire. Je pense qu'on est capable de se décentraliser puis d'être un peu plus fragmenté, mais en synergie aussi. Absolument. Puis dis-moi, juste pour fermer la boucle un peu sur le volet écosystème d'innovation, je suis Marie-Pierre en Abitibi-Ouest, puis j'aimerais pouvoir éventuellement monter un écosystème d'experts. Ce serait quoi les bonnes pratiques, disons, pour être capable d'avoir une bonne idée de ce qui se passe réellement sur le territoire? Toi, si tu étais en Abitibi, là, avant d'entamer une démarche de développement de parcours, tu ferais quoi? À quelle porte tu irais cogner, puis pourquoi? Moi, c'est sûr que je trouve que l'ADN, ce que j'appelle l'ADN local, est très important. Oui, la programmation puis les dynamiques collaboratives, des recettes pour développer des écosystèmes d'innovation, je pense qu'il y a des bases auxquelles on ne peut pas déroger, mais la façon, comment dire, tout est dans la façon qu'on va développer. On revient à l'image de marque et à la brand, là, mais c'est ça, c'est comment ce qui fonctionne en Gaspésie ne va pas fonctionner nécessairement en Abitibi en termes de communication, en termes de valeur, en termes de ressources, en termes de nature. Donc, c'est vraiment, je pense que je ferais vraiment le tour des acteurs de soutien pour voir vraiment ce qui existe, puis de voir et au niveau touristique et au niveau du développement économique, c'est quoi les forces? C'est quoi les forces vives qui existent déjà sur le territoire? Puis on bâtit autour de ça. Moi, je suis pas arrivée à Rimouski puis j'ai inventé un campus en économie bleue qui part de rien. Il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Dans certaines régions, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il y a une expertise particulière dans un secteur. Broder autour de ça, mais amener tout le volet touristique, le volet nature, le volet qualité de vie. Quand on mixe ces deux choses-là ensemble, mais là, on arrive avec
un moteur de développement économique super intéressant, mais qui devient aussi vraiment, vraiment attrayant pour toute une nouvelle génération qui voudrait construire des projets autour de ça. Merci beaucoup. Soit dit en passant, aujourd'hui, la discussion avec Amélie va nous quitter à 13h. Donc, si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à lever la main avec la petite main électronique. Amélie, ça fait quand même quelques années maintenant que tu as déménagé dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quoi il y a une force fraîche, là, ou quelqu'un de place aux jeunes ou un jeune qui débarque là, dans le coin? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais pour faciliter son intégration puis être capable de développer sa posture entrepreneuriale sur le territoire? Hmm. C'est un conseil que je donnerais pas juste dans le Bas-Saint-Laurent, mais le show Mexique actuellement. Je pense que de. OK, c'est réglé. Mais ce que je dirais, surtout pour des gens qui ont toujours évolué dans des milieux urbains, qui veulent s'en aller soit dans des pays en développement ou dans des régions. Puis je ne fais pas de parallèle, c'est pas la même chose. C'est juste que peu importe où on va, soyons ouverts à la rencontre. Je vais dire ça comme ça. Soyons ouverts à être déstabilisés, à se faire, à pas avoir raison, à mettre de côté un peu notre savoir-faire opérationnel, technologique, efficace, qui peut être super intéressant puis qui amène vraiment une valeur ajoutée, mais qui n'est pas la réponse à toutes les questions. Fait que d'avoir une posture mentale d'ouverture, d'arriver avec beaucoup de questions plus que de réponses, puis de se donner quelques mois pour prendre le pouls, décanter un peu, prendre le beat de la région dans laquelle on se trouve, puis d'essayer c'est comme synthétiser une radio, là. Des fois, le langage est un peu différent. Les façons de faire sont un peu différentes. Fait que essayez juste de synthétiser la radio, trouver le bon canal. Puis après ça, je pense que les choses vont être beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est peut-être la partie un petit peu plus intangible. De façon plus tangible, ce que ça veut dire, c'est c'est ça, essayer de. Moi, que j'arrive, c'est un exercice que j'ai développé dans le cadre de mes mandats à l'international aussi, d'arriver dans une ville, puis de tout de suite savoir à qui aller parler. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, mais d'utiliser les réseaux qui sont déjà en place, comme Force Fraîche, comme les agences de développement économique, Place aux jeunes. Il y a beaucoup d'acteurs en place qui connaissent tout le monde. C'est des petits milieux. On peut rapidement se faire connecter aux bonnes personnes. S'il y a des espaces de coworking, ou des espaces collaboratifs, ou juste des cafés avec des lumières de hipster, des fois, c'est une bonne référence. Donc, juste essayer de connecter le plus rapidement possible à la communauté locale, puis aux gens qui ont des valeurs similaires aux vôtres, puis qui ont des idées similaires aux vôtres, ça donne vraiment beaucoup de force surtout si on est si on essaie de créer des nouvelles choses. Puis là, on a parlé d'innovation, mais je pense que tu as parlé de nature aussi. Puis je sais que tu es devenu propriétaire d'une petite station balnéaire, là. Comment t'en es arrivé là? Le petit métis, c'est bien joli. Fait que parle-nous un peu de cette démarche-là. Est-ce que tu es tout seul là-dedans? Non, je ne suis pas tout seul là-dedans. En fait, c'est ça. Je pense que, encore une fois, j'étais réfractaire à être complètement entrepreneur moi-même. Donc, j'accompagnais, j'aidais les entrepreneurs de la région à faire des projets. Mais à tous les jours, je passais devant ce bel endroit magnifique en bord de fleuve qui était un peu laissé à lui-même, qui était en vente depuis 2 ans. Puis j'avais deux autres entrepreneurs dans la région avec qui je travaille, avec qui je fais des projets sur une base régulière. Puis on se disait souvent, ah, c'est dommage que c'est un endroit qui a tellement de potentiel, c'est un endroit qui a tellement de potentiel. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, c'est peut-être nous, en fait, peut-être qu'on devrait juste arrêter de dire que ça a du potentiel, puis on devrait peut-être juste le faire. Puis aussi, je trouve qu'on se disait beaucoup, ah, il n'y a pas d'endroit qui nous ressemble, est où notre communauté, sont où nos amis entrepreneurs dans la région, on aimerait ça avoir
du bon café à 3 minutes de chez nous. Alors, toutes ces choses-là se sont amalgamées ensemble. Puis on s'est dit, bon, ben, on va faire une offre d'achat. Puis finalement, on a gagné l'offre d'achat. Puis on a trouvé un quatrième partenaire. Puis trouver des gens qui ont des forces qui sont vraiment complémentaires aux vôtres. Là. Je pense que c'est la clé du succès aussi. J'ai trois actionnaires vraiment super qui ont des forces qui sont vraiment, vraiment différentes des miennes, mais qui fait ensemble que ça fait un tout qui est cohérent. Puis on est allé chercher des collaborateurs, donc architectes, contracteurs, des gens qui vont vraiment nous aider à développer le projet puis à pousser plus loin. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment pas un exercice qui peut se faire tout seul. En tout cas, moi, je ne le conseille pas. Mais bref, oui, je pense que ça devient de plus en plus excitant pour nous c'est le fun de faire des projets de développement économique pour les autres, mais quand tu es investi toi-même dans le projet puis tu veux que ça te ressemble puis que ça ait ton identité, ben ça devient encore plus personnel puis ça devient encore plus excitant. Ouais. Ouais, merci Amélie. Est-ce que vous avez des questions pour Amélie avant de clore la discussion? Des réflexions ou peut-être que ça vous a fait réfléchir à des réalités sur votre territoire que vous voulez adresser qui n'est pas nécessairement lié avec Amélie, mais on parle d'entrepreneuriat, on parle de. Il y a beaucoup de gens de Place aux Jeunes ici. Peut-être que c'est de se demander de quelle manière on est capable de se coordonner avec l'écosystème puis prendre position. Je lance des perches dans l'univers. Peut-être pas. Vous avez le droit, pas. N'hésitez pas encore. Amélie, dis-moi, c'est quoi ta vision, toi, pour les 5-10 prochaines années? Est-ce que tu as déjà défini ça? J'imagine que oui, toi, tu dois avoir fait ça en décembre dernier, là, le Ouais. 31. Non? Tu n'as pas fait ta planif stratégique sur 3 ans? Je pense que je suis vraiment pas une fille de même. Euh, Marie-Pierre, question? Oui, ma question, Marie-Pierre. Ben, tu sais, par rapport à tu sais, les programmes puis le développement de vos formations, puis dans l'accompagnement, là, est-ce que tu sais, vous vous êtes laissé être attractif, puis vous avez laissé les gens venir à vous, ou vous avez fait du contact un à un, puis si oui, de quelle manière vous vous y êtes pris pour que ces gens-là qui savent pas nécessairement que c'est un besoin comprennent qu'il faut partir du point A pour aller au point B? C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est un background que j'ai depuis plusieurs années, là, de créer des images de marque pour vendre l'innovation, pour vendre l'entrepreneuriat, pour vendre même un pays. J'ai fait ma thèse universitaire là-dessus. Je pense que des images de marque fortes et des présences sur les médias sociaux qui sont vraies, qui sont authentiques. C'est pas juste inventer du vent pour inventer du vent, là, mais je pense que si c'est réfléchi et exécuté de la bonne façon, ça devient, ça devient votre catalyse premier. Puis je pense que les forces fraîches, marche pas mal sur le même principe. Oui, vous avez probablement 4, 5, 6 personnes avec qui vous pouvez faire des entrevues semi-dirigées qui vont vous donner un peu le pouls des besoins sur le terrain. Mais au-delà de ces 3, 4 personnes-là, si vous avez ces personnes-là en tête, bâtissez le programme ou les outils de communication en fonction de ces personnes-là. Puis, ça envoie un message très, très fort, très, très clair par la suite. Puis, nous, on a des jeunes qui étaient allés étudier à Montréal, qui avaient envie de revenir, mais qui n'avaient pas décidé de revenir parce qu'ils se sentaient que c'était pas assez dynamique. Puis, juste en voyant quelque chose comme ça, mais ça devient un magnet, Un aimant. Magnet, un ouais. aimant, oui. Aimant. Un aimant pour catalyser toutes ces forces-là qui sont cachées. Ça va vous prendre moins de temps de les trouver en faisant des efforts sur les médias sociaux qu'en essayant de faire des sondages ou d'aller vers du one-on-one, selon moi. Là. Merci beaucoup. Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Amélie? Sinon, Amélie, À ta question, David. ben oui, as-tu un petit plan rapport- quinquennal, mais Ben, c'est ça, je pense que je trouve que la pandémie a vraiment bien ouvert la chose. Là. Puis je pense je réalise qu'on est des bêtes complexes. Donc, quand j'étais en ville, je voulais être en région. Quand je suis en région, des fois, j'ai envie d'être en ville.
On n'est jamais tout à fait satisfait. Là, je suis au Mexique, puis j'ai envie de faire du ski. Puis je pense que la pandémie puis le travail à distance a ouvert des opportunités de travail à distance super intéressantes. Moi, ça fait plusieurs années que je développe mon esprit digital nomade jusqu'à un certain point. Je pense que ça vaut la... Donc, ce que je vois pour la... Comment dire? J'essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Puis je pense qu'on est tous en train de faire cet exercice-là en ce moment. On peut aller tout le temps, partout, mais en même temps, on veut être groundé dans certains endroits. Donc, pour moi, j'essaie de trouver en ce moment, là, je vais passer mon été, tous mes étés dans le Bas-Saint-Laurent avec mon projet personnel et avec ma maison. Par la suite, l'automne, ça devient beaucoup de présence à l'international, beaucoup de développement, beaucoup de déplacements. Après ça, j'ai besoin de me regrounder aussi. Peut-être que ça va être le Mexique à chaque année pour quelques semaines, pour quelques mois. Puis ensuite, d'autres déplacements. Donc, d'essayer de trouver ce cycle-là qui va me convenir puis que je vais pouvoir être capable de faire d'une année à l'autre. C'est pas mal ça, mais pour la première, tu sais, je pense que j'ai fait beaucoup de projets dans les dernières années. Je trouve ça super intéressant d'être impliqué dans un projet comme Novarium puis Flow, dans le sens où il y a un potentiel de développement qui est incroyable partout au Canada, puis avec des partenaires à l'international. Tu sais, je me vois baigner dans l'économie bleue pour quelques années, assurément. Ben, écoute, ce parcours est passionnant. Je suis vraiment heureux pour toi que tu retrouves ce niveau d'énergie-là et ce niveau de calme en même temps. Fait que merci de ton temps généreux, puis surtout du Mexique. Fait que va te baigner, c'est quand même incroyable. Je te souhaite une bonne baignade. Fait que, tu veux-tu dire un dernier mot à nos invités, Amélie? Ben, merci d'avoir pris le temps d'être là. Je sais qu'on a tous des agendas très, très chargés. J'essaie que le mien soit moins chargé, mais on n'y arrive pas toujours. Fait que merci d'être là. Puis peu importe si vous êtes des porteurs de projets ou si vous accompagnez des gens, des porteurs de projets en milieu régional, je sais que c'est pas toujours facile, puis qu'il y a des embûches, puis qu'il y a de la bureaucratie. Mais le travail que vous faites sur le terrain est vraiment, vraiment précieux puis important. Puis continuez à connecter ensemble pour vous donner cette énergie-là. Puis mettez de l'avant le plus possible les histoires à succès. Puis n'hésitez pas à faire des campagnes de communication puis à mettre de l'avant des nouvelles façons de faire, des nouvelles histoires. C'est hyper rafraîchissant de voir ça. Puis on a besoin de vous. Voilà. Yes. Merci Amélie, merci énormément. Je te libère. Je vais fermer l'enregistrement. Je vais quand même, pour ceux qui auraient des questions sur les forces fraîches, parce qu'il y en avait des petites au début, je vais rester dans cette salle virtuelle pour jaser avec vous, donc de ne pas hésiter. Pour les autres, je vais mettre le lien vers les événements des forces fraîches. Donc, on organise une activité par semaine. Les activités virtuelles sont gratuites. On organise des randos et micros, donc une fois par mois, où est-ce qu'on se déplace dans un territoire. On se met en équipe avec l'écosystème d'accompagnement local, souvent Place aux Jeunes, La Ruche, MRC, name it, là, pour venir en fait créer un pont entre les porteurs de projets qui seraient arrivés dans les dernières années puis qui n'ont pas encore eu la chance de connecter avec l'écosystème local. Le but, c'est de créer un petit corridor, les envoyer vers vous puis que l'écosystème puisse les accompagner. Fait qu'on c'est une approche hyper collaborative, hyper ouverte, puis notre but, ben, c'est d'être pertinent et utile en collaboration avec vous. Fait que si des fois vous avez des idées, des réflexions, ou même si vous voulez proposer un atelier dans le cadre des Forces fraîches, ou une discussion, ou une rando et micro, ou vous avez un gros problème, puis vous êtes comme, je le vois pas, mais tu sais, par exemple, Marie-Pierre avec le programme d'accompagnement, ça va me faire, tu sais, Amélie, je pense que c'est une bonne ressource, mais nous, ça va nous faire plaisir de vous mettre en réseau avec plusieurs autres programmes, d'autres réflexions, parce que comme l'Amélie l'a dit, votre travail est super important. Puis plus les organismes puis les initiatives collaborent, puis mettent au service de l'écosystème, de l'entrepreneur, du porteur de projet, puis du citoyen, bien, nous, on croit que c'est comme ça qu'on peut faire une grande différence, puis rendre les humains porteurs de projets plus heureux. Fait que sur ça, je vous souhaite une fantastique journée. Merci d'être là. Puis Amélie, bonne baignade. Merci David. À la prochaine tout le monde. Salut. Salut. Merci Amélie, merci. Bonne journée tout le monde.